Nous avons constaté, à la faveur de la première partie de notre réflexion, que nous pouvions conquérir notre liberté si nous cessions d'être soumis aux désirs des autres. Et nous avons pensé qu'en suivant nos propres désirs, nous pourrions être désormais libres. Mais cette seconde partie de notre réflexion nous a permis de comprendre que nos désirs ne sont pas toujours la clé de la liberté, dans la mesure où ils reflètent parfois l'influence des autres en nous. Pour désirer quelque chose, n'est-on pas souvent amené à s'intéresser à ce que d'autres que nous désirent eux-mêmes? C'est pourquoi nous avons été conduits à nous demander si la solution ne viendrait pas d'une sorte d'amputation du désir. À ne plus rien désirer, on ne court plus le risque d'être esclave de ses désirs, c'est-à-dire au fond toujours un peu des désirs des autres. Une telle solution paraît pourtant intenable tant le désir fait partie de notre humaine condition et semble attaché viscéralement à la nature de l'être humain. Il nous faut donc tourner notre regard dans une autre direction pour trouver une solution plus satisfaisante. Confrontés à l'échec des deux hypothèses qui nous venaient le plus spontanément à l'esprit, l'hypothèse positive, oui, il suffit de suivre ses désirs pour être libre, et l'hypothèse négative, non, il ne suffit pas de suivre ses désirs pour être libre, nous devons chercher ailleurs que dans cette alternative trop simple une solution convaincante. Dans quelle direction chercher? Pour le savoir, il est nécessaire de procéder à un état des lieux de nos avancées lors des précédentes tentatives. À la faveur de la première étape, nous retenons qu'il est nécessaire, pour être libre, de ne pas être totalement entravé dans ses désirs. Et à la faveur de la deuxième étape, nous retenons que la qualité de ces désirs importe et que tout désir n'est pas en mesure de nous conférer la liberté que nous recherchons. Nous pouvons précisément nous attarder un instant sur cette notion de qualité de nos désirs. Il est peut-être nécessaire, à ce stade de notre réflexion, de faire la différence entre un simple désir et une volonté. Le désir est une impulsion par laquelle notre esprit emporte notre corps dans la recherche d'un objet ou d'une personne dont la présence, la possession est estimée source de satisfaction. Mais dans le désir, on ne se préoccupe pas de savoir à quel point cet objet, cette personne, cette situation est accessible ou non. Le caractère raisonnable ou déraisonnable du désir ne fait pas l'objet d'une évaluation. La volonté, en revanche, inclut ce critère. Elle mobilise la raison pour savoir s'il est possible, si les moyens sont accessibles, afin d'atteindre l'objet du désir. En somme, la volonté est un désir accompagné de raison. On se rapprochera donc de la vérité en disant plutôt que, pour être libre, il faut suivre ses volontés qui ne sont pas la même chose que ses désirs. Le personnage de Victor Frankenstein, dans le roman de Mary Shelley, est un personnage tout à fait utile et précieux pour marquer cette distinction. Très affecté par la mort de sa mère, Victor décide de tout faire pour lutter contre la mort. Ce désir d'immortalité, ce désir de ne plus être confronté à la perte d'un être cher, le conduit aux agissements les plus déraisonnables
puisqu'il va aux confins des possibilités scientifiques et techniques pour tenter de ramener des cadavres à la vie. Si le caractère fou et totalement déraisonnable de cette entreprise ne lui saute pas immédiatement aux yeux, les conséquences dramatiques déclenchées par la créature qui résulte de ses travaux suffisent à lui prouver que ce désir n'aurait pas dû être suivi, qu'il n'avait pas la qualité d'une volonté mûrement réfléchie et raisonnable. De la même façon, on pourrait distinguer deux étapes dans la manière dont évolue le personnage principal de la nouvelle de Robert Louis Stevenson, L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde. La volonté du Dr Jekyll de mettre fin à son existence pour étouffer avec lui Mr Hyde et les méfaits dont il est capable tranche avec le désir meurtrier de Mr Hyde et même avec le premier désir, celui qui l'a conduit par curiosité scientifique à mener l'expérience ayant abouti à la création de Mr Hyde. On a donc d'une part le désir de tenter l'expérience et d'autre part la volonté d'y mettre un terme. Dans ces conditions, on serait tenté de dire que pour être libre, il ne faut pas tant suivre ses désirs qu'accomplir ses volontés. Cela implique-t-il que nous devions totalement renoncer à suivre nos désirs? Dans une dernière étape de notre réflexion, il nous paraît judicieux de conserver cette idée-là. En effet, suivre ses désirs pourrait bien être une étape importante, une condition nécessaire, mais non pas suffisante, dans l'accès à la liberté. Simplement, puisque nous avons remarqué que la liberté qui en résulte est encore incomplète, nous avons compris qu'il convenait d'aller plus loin, et que ce n'est pas une liberté à proprement parler que nous gagnerons en suivant nos désirs. L'avantage toutefois de suivre ainsi ses désirs est que nous y trouvons un moyen de nous libérer de l'emprise de quelqu'un d'autre. Nous ne sommes plus tenus de suivre les désirs d'autrui lorsque nous parvenons à imposer nos propres désirs. Mais se libérer, ce n'est pas la même chose que d'être libre. Dans ces conditions, on serait tenté de dire que suivre ses désirs ne suffit pas à être libre, mais y prépare. C'est une condition de notre libération et pas encore une condition de notre liberté. C'est pourquoi nous pouvons élaborer un processus plus complet dans lequel la liberté apparaît comme l'objectif au terme de notre quête. Cette quête passe tout d'abord par un moment d'affranchissement à l'égard de l'influence d'autrui, de la dépendance à autrui, et lors de ce moment, il nous faut suivre nos désirs. Mais un deuxième pas s'avérera indispensable, par lequel nous cesserons de suivre nos désirs pour chercher désormais à accomplir nos volontés. C'est ainsi dans cet enchaînement, suivre ses désirs, accomplir ses volontés, que nous pouvons évoluer vers une liberté plus entière.